Que se passerait-il si je vous disais que votre paix n'a jamais été entre les mains des autres, ni dans ce qu'ils disent, ni dans ce qu'ils font, ni même dans l'intensité de leurs tentatives pour vous blesser? La vérité, c'est que personne ne vous a jamais réellement mis en colère. Ils n'ont fait que révéler là où vous n'étiez pas encore guéri. La plupart des gens passent leur vie à réagir. Des marionnettes émotionnelles tirées par des ficelles qu'ils refusent de voir. Un commentaire ruine leur journée. Une trahison brise leur esprit. Un malentendu se transforme en guerre. Mais ça n'a pas besoin d'être ainsi. Les stoïciens croient que la vraie force ne consiste pas à être intouchable. Elle consiste à rester inébranlable. Votre calme n'est pas censé être cette chose fragile, constamment à la merci des humeurs, opinions ou erreurs des autres. Il est censé être ancré dans la raison, dans la clarté, dans cette partie de vous qui peut prendre du recul, respirer, et choisir comment répondre, pas seulement comment réagir. Le monde vous mettra à l'épreuve. C'est un fait, mais que vous soyez entraîné dans son chaos, c'est votre choix. Cette vidéo parle de reprendre ce choix. Il s'agit d'apprendre à protéger votre calme comme s'il était sacré, parce que c'est exactement le cas à travers le prisme du stoïcisme. Nous passerons en revue certains des changements les plus puissants que vous pouvez opérer dès aujourd'hui. Pas de philosophie abstraite, mais des étapes concrètes pour cesser d'être en guerre avec tout et commencer à diriger depuis l'intérieur. Et si ces réflexions résonnent avec quelque chose de réel en vous, quelque chose d'ancré dans la vérité, la philosophie et la croissance intérieure, pensez à vous abonner. C'est un petit geste, mais il nous aide à toucher plus d'esprits comme le vôtre. Et il signale discrètement que vous parcourez ce chemin avec intention. 1. La colère n'est pas ce que vous croyez. Parlons de la colère. Pas celle qui explose en feu et en fureur, mais la plus silencieuse. Celle qui mijote quand quelqu'un vous déçoit ou franchit une ligne que vous pensiez évidente. Celle qui s'installe dans votre poitrine et murmure « Comment ont-ils pu ?» Nous pensons souvent que notre colère concerne les autres. La personne qui a été impolie, irrespectueuse, négligente. Mais voici le twist. La plupart du temps, il ne s'agit pas d'eux du tout. Il s'agit de l'histoire que vous vous racontiez, de l'attente silencieuse que l'autre personne ne savait même pas qu'elle devait satisfaire. Voyez-vous, la colère apparaît lorsque la réalité ne correspond pas au scénario mental que vous aviez en tête. Vous attendiez de quelqu'un qu'il soit plus attentionné. Vous attendiez de la loyauté, de la gratitude ou un simple merci. Et lorsque vous ne l'avez pas obtenu, votre esprit hurle. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Mais qui a dit comment cela devait se passer? L'autre personne a-t-elle accepté vos conditions? Savait-elle seulement quelles étaient vos conditions? Carl Jung a dit un jour: tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à comprendre nous-mêmes. Cela frappe fort, car que se passerait-il si votre colère n'était pas seulement une réaction, mais un miroir? Et si elle vous montrait quelque chose d'inachevé en vous, quelque chose qui mérite d'être exploré plutôt que réprimé ou explosé? Le stoïcisme nous apprend à remettre en question nos hypothèses. Ainsi, si le comportement de quelqu'un d'autre vous met en colère, la réponse stoïque n'est pas de réagir avec violence, mais de faire une pause pour remonter cette colère à sa racine. Se demander, qu'espérais-je qui ne s'est pas produit? Quelle croyance vient d'être menacée? Rendons cela concret. Votre ami annule encore un rendez-vous, et vous êtes furieux, non pas à cause de l'annulation elle-même, mais parce que quelque part dans votre esprit, il existe une croyance. Les gens qui se soucient de moi tiennent leurs engagements. Ils ne se défilent pas. Et peut-être que cette croyance vient de déceptions passées. Peut-être d'un endroit où vous vous êtes senti peu important ou oublié. Ce n'est pas une faiblesse, c'est humain. Mais la clé est de reconnaître que la colère ne concerne pas ce rendez-vous annulé. Elle touche une blessure plus profonde. Socrate a dit « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Et quand il s'agit des émotions, surtout de la colère, l'examiner est là où réside la sagesse. Au lieu de réagir aveuglément, vous commencez à demander « Pourquoi cela m'a-t-il autant dérangé? Pourquoi maintenant ?» Et ainsi, vous passez de celui contrôlé par vos émotions à celui qui apprend d'elles. Aristote croyait que n'importe qui peut se mettre en colère. C'est facile.
mais se mettre en colère contre la bonne personne, au bon moment, pour la bonne raison et de la bonne manière, voilà la partie difficile. Voilà l'art. Voilà la maturité émotionnelle. Voici donc un exercice simple. Lorsque vous sentez cette montée de frustration, au lieu de serrer les dents ou d'envoyer un message impulsif, prenez un instant. Demandez-vous, quelle attente vient d'être violée et pourquoi y étais-je si attaché? Vous serez surpris de voir à quelle fréquence cette seule question peut dissoudre l'intensité. La colère n'est pas votre ennemi, c'est votre boussole, mais seulement si vous êtes prêt à la lire. 2. Le silence est un geste de puissance. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire est « rien du tout ». Cela peut sembler contre-intuitif. Dans un monde qui célèbre la voix la plus forte, la répartie la plus cinglante, le commentaire le plus viral, on nous a appris que le silence signifie faiblesse. Que si vous ne parlez pas immédiatement, vous laissez quelqu'un vous marcher dessus. Mais si ce n'était pas vrai, et si, dans de nombreux cas, le silence n'était pas une reddition, mais de l'autocontrôle. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ont dit quelque chose dans le feu de l'action qu'ils aimeraient pouvoir retirer. Une phrase, un message envoyé dans la colère, un commentaire qui a brûlé un pont. Mais combien de fois regrettons-nous vraiment d'avoir pris une pause? Rarement. Le silence ne vous hante presque jamais. Mais les mots en colère, eux, résonnent. Les stoïciens insistèrent là-dessus. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus cités, disait « La colère, si elle n'est pas maîtrisée, est souvent plus nuisible pour nous que le préjudice qui la provoque. » Et il avait raison. Lorsque nous réagissons instantanément, nous ne répondons pas avec sagesse. Nous réagissons par impulsion. Et les impulsions sont rarement sages. Considérez le silence, non comme de la passivité, mais comme un pouvoir maîtrisé. Ce moment où quelqu'un vous manque de respect, vous défie ou vous critique. Votre instinct immédiat peut être de riposter, mais si vous pouvez résister à cette envie et faire une pause, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à voir la situation clairement. Vous séparez votre ego de vos valeurs. Vous vous donnez le temps de choisir votre réponse plutôt que de devenir esclave de vos émotions. Lorsque quelqu'un vous irrite, ce n'est pas toujours à propos de lui. Parfois, c'est un signe qu'il y a quelque chose en vous qui mérite attention. Et le silence, juste quelques secondes, vous donne l'espace pour le remarquer. Platon enseignait « Un homme sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. Un fou parce qu'il doit dire quelque chose. » Laissez cela pénétrer. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir le dernier mot. En fait, lorsque vous choisissez de ne pas vous engager dans chaque petite bataille, vous pouvez conserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Le silence devient un filtre. Il laisse passer le superflu, tandis que vous restez stable. Et non, il ne s'agit pas de tout refouler ou de réprimer vos émotions. Il s'agit de choisir votre timing, votre ton, votre moment, la pause entre le stimulus et la réponse. C'est là que réside votre pouvoir. Alors, la prochaine fois que vous sentez le feu monter, faites une pause, comptez jusqu'à 5. Laissez-les parler. Laissez-les creuser leur trou si nécessaire. Votre travail n'est pas de corriger chaque offense. Votre travail est de protéger votre paix. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Et parfois, la réaction la plus forte est de ne pas réagir du tout. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse en action. 3. Riez des choses ridicules. Il se passe quelque chose d'étrange lorsque vous cessez de prendre la vie trop au sérieux. Pas d'une manière insouciante pour éviter les problèmes, mais d'une manière ancrée, du genre « Je ne laisserai pas ces absurdités voler ma paix ». La vie envoie des courbes chaque jour. Un conducteur impoli, un commentaire passif-agressif au travail, un plan qui déraille pour la 3e fois de la semaine. Et pourtant, nous faisons semblant d'être surpris à chaque fois, comme si nous attendions que le monde se comporte soudainement correctement. Mais voici la vérité, que les stoïciens connaissaient bien. La souffrance augmente lorsque vous exigez que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose d'extérieur vous perturbe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci. » Et quelle meilleure manière de défier cette estimation qu'un rire? Car voici le truc. Le rire n'est pas une faiblesse, c'est une résistance.
C'est votre âme qui refuse d'être façonnée par la mesquinerie. C'est le refus calme de laisser de petites choses devenir de grands fardeaux. Quand vous riez, vous ne faites pas semblant que le problème n'existe pas. Vous montrez simplement qu'il ne définit pas votre état émotionnel. Aristote disait « Le rire est un trait unique aux humains ». Cela en dit long. Ce n'est pas seulement un réflexe social. C'est un outil que nous pouvons utiliser pour réduire les problèmes à leur vraie taille. Et pour nous rappeler, ce moment n'est pas tout. Pensez-y, quelqu'un vous coupe la route. Vous pouvez klaxonner, crier dans le vide, ruminer pendant des heures. Ou vous pouvez expirer et sourire, comme pour dire « Voilà, le chaos fait son boulot ». Même instant, énergie totalement différente. Le premier vous rend tendu et réactif. Le second vous garde humain. Carl Jung ajoutait une perspective supplémentaire. Même une vie heureuse ne peut être sans une certaine part d'ombre. Et le mot « heureux » perdrait son sens sans la tristesse pour équilibrer. Le message « Attendez-vous à un peu de désordre et quand il arrive, choisissez comment y faire face ». Platon croyait que comédie et tragédie sont deux faces de la même pièce. Et vous le voyez dans la vie quotidienne. Un moment, vous êtes frustré, reculé de quelques pas, et soudain, c'est drôle, c'est ridicule. C'est juste la vie. Faisant ce que la vie fait. Le vrai défi est de choisir votre réponse. Tout ne mérite pas votre indignation. Chaque contretemps ne nécessite pas une crise. Parfois, le geste le plus stoïque n'est pas le silence ni la discipline. C'est la légèreté, c'est la perspective. C'est ce sourire discret qui dit « Je vois le chaos et je choisis la paix ». Bref, voici votre nouveau réflexe. Quand quelque chose de stupide arrive, avant de réagir, souriez. Même si ce n'est qu'un éclair, même si vous êtes encore agacé. Que ce sourire vous rappelle, vous êtes plus grand que l'instant. Vous n'êtes pas ici pour être ballotté par chaque petite chose. Vous êtes ici pour traverser la vie avec grâce, et parfois cette grâce commence par un rire. 4. Pensez sur le long terme, pas aux gains instantanés. Il y a une force tranquille à s'éloigner d'un combat que vous savez pouvoir gagner. Pas parce que vous avez peur, pas parce que vous n'avez pas les bons mots ou le tranchant, mais parce qu'au fond de vous, vous savez que la paix vaut plus que de prouver un point. Le vrai atout n'est pas de dominer l'argument, ce n'est pas de devoir y penser. Combien de fois avez-vous gagné une dispute? Seulement pour rester assis ensuite avec ce sentiment étrange et vide. Peut-être aviez-vous raison, peut-être avez-vous parfaitement présenté votre argument, mais au lieu de vous sentir victorieux, vous vous êtes senti agité, lourd, peut-être même un peu coupable. C'est parce que le but n'était pas la vérité. C'était le contrôle. Et le contrôle apporte rarement la paix. Les stoïciens avaient un mot pour cela. Athéa. Pas l'apathie dans le sens moderne, mais un état de calme intérieur qui n'est pas perturbé par le chaos des autres. Marc Aurèle, qui gouvernait un empire entouré de conflits, écrivait que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le tort. En d'autres termes, ne vous abaissez pas à rejoindre quelqu'un dans son désordre. Élevez-vous au-dessus. Quand quelqu'un nous déclenche, ce n'est rarement uniquement à propos de lui. Il s'agit de ce que ce conflit éveille en nous. Notre besoin d'être vu, entendu, d'avoir raison. Mais voici le point. Tous les déclencheurs ne méritent pas une réponse. Certains doivent simplement être observés. Platon croyait que la maîtrise de soi était la plus haute forme de liberté, et cela inclut la maîtrise de vos réactions. Si vous avez toujours besoin d'avoir le dernier mot, vous n'êtes pas libre. Vous êtes accroché. Vous êtes en laisse, tiré par quiconque sait comment appuyer sur vos boutons. Mais lorsque vous choisissez la paix plutôt que la fierté, vous devenez inébranlable. Cela ne signifie pas que vous laissez les gens vous marcher dessus. Il ne s'agit pas de passivité ou d'éviter les conversations difficiles. Il s'agit de discernement. Il s'agit de vous demander sur le moment, cette conversation vaut-elle mon énergie? Ou est-ce juste du bruit? Car l'énergie est une monnaie et une fois dépensée, vous ne la récupérez pas. Socrate disait « Les esprits forts discutent d'idées, les esprits moyens discutent d'événements, les esprits faibles discutent des gens. » Alors, quand la conversation glisse vers des commérages, des accusations ou des drames motivés par l'ego, demandez-vous si cela vaut la peine d'y participer. Prenez du recul. Demandez-vous, quel genre de vie suis-je en train de construire?
Qui suis-je en train de devenir à cet instant? Car la vérité, c'est que vous pouvez gagner l'argument et pourtant perdre la connexion, perdre votre calme, vous perdre vous-même. Alors, peut-être que la vraie victoire est de savoir quand parler et quand se taire, quand défendre votre vérité et quand simplement partir avec votre dignité intacte. Tout ne mérite pas une réaction. Gardez votre énergie pour les moments qui façonnent réellement votre futur. Laissez le reste passer. 5. Transformez le contrôle émotionnel en jeu. Il y a une sorte de fierté tranquille à rester imperturbable, pas dans un faux « je m'en fiche », mais d'une manière profondément intentionnelle qui dit « je choisis la paix plutôt que la mesquinerie ». Parce qu'avouons-le, la vie offre de nombreuses occasions de réagir. Quelqu'un vous coupe la route, quelqu'un vous parle de haut, un message reste non lu. Mais que se passerait-il si vous inversiez le scénario et transformiez ces moments en exercice d'entraînement pour votre esprit? C'est là où les stoïciens étaient en avance sur leur temps. Ils ne cherchaient pas à ne rien ressentir. Ils visaient à tout maîtriser. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ainsi, si l'attitude de quelqu'un ruine votre journée, ce n'est pas vraiment de sa faute. C'est un signe. Votre monde intérieur a besoin de travail. Voici une nouvelle manière de l'aborder. Transformez le calme en jeu. Sérieusement, commencez à compter combien de fois aujourd'hui vous auriez pu réagir et ne l'avez pas fait. C'est votre tableau de score. Quelqu'un vous coupe la route, vous respirez, laissez passer. Boum. Point au tableau. Quelqu'un fait un commentaire sarcastique, vous souriez et restez calme. Autre victoire. Cela transforme le contrôle émotionnel en un défi plutôt qu'en corvée. Et quelque chose d'étrange se produit quand vous le ludifiez. Vous commencez à attendre avec impatience les occasions de rester centré, et vous remarquez combien de contrôle vous avez réellement. Aristote disait « Ce qui est en notre pouvoir de faire, il est en notre pouvoir de ne pas le faire ». Cela s'applique parfaitement ici. Vous pouvez toujours parler, toujours riposter, mais ce sont les moments où vous ne le faites pas, où vous choisissez de ne pas réagir, qui construisent le caractère. C'est la maîtrise de soi. C'est ainsi que se forme la force mentale. Carl Jung ajouta « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Réfléchissez à cela. Chaque fois que vous réagissez sans réfléchir, vous êtes guidé par des habitudes que vous n'avez pas remises en question. Mais lorsque vous faites une pause, réfléchissez et répondez avec intention. Vous reprogrammez vos schémas. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de réprimer vos émotions. Ce n'est ni sain ni durable. Il s'agit de devenir tellement conscient de vos émotions que vous savez comment les guider au lieu de vous laisser guider par elles. Vous ne les refoulez pas, vous vous élevez au-dessus. Platon enseignait « La première et meilleure victoire est de se conquérir soi-même. » Cette victoire ne se produit pas une fois. Elle se produit des dizaines de fois par jour, dans les commentaires que vous ignorez, dans les commérages que vous ne répandez pas, dans les pensées que vous questionnez avant qu'elles ne deviennent action. Essayez donc. Suivez votre calme comme un record à battre. Chaque instant où vous restez centré prouve que vous progressez. Cela ne sera pas parfait, mais chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous vous prouvez à vous-même que vous n'êtes pas là pour être facilement ébranlé. Vous êtes là pour vous diriger vous-même, et c'est le vrai jeu qui mérite d'être joué. 6. Acceptez la vie telle qu'elle est, pas telle que vous la voulez. Il y a une chose épuisante que la plupart d'entre nous faisons sans même nous en rendre compte. Nous construisons des scripts mentaux sur la façon dont les autres devraient se comporter. Nous attendons de nos amis qu'ils soient toujours présents. Nous attendons de notre partenaire qu'il ne nous blesse jamais. Nous attendons de notre patron qu'il dirige avec équité et raison. Et puis, quand ils ne suivent pas ce script, quand ils s'écartent du chemin, nous nous sentons déçus, confus, voire trahis. Mais voici ce que nous n'admettons pas toujours. Le script était le nôtre. Nous avons juste oublié de leur dire qu'ils étaient dans une pièce de théâtre. Nous l'avons écrit. Philosophe stoïcien. Épictète, l'une des voix centrales du stoïcisme, disait une vérité simple. Certaines choses dépendent de nous et d'autres pas. C'est tout. C'est la ligne.
Et c'est difficile à accepter jusqu'à ce que vous réalisiez combien de paix se cache dans cette conscience. Car dès que vous cessez d'attendre des autres qu'ils soient différents de ce qu'ils sont, et que vous commencez à vous concentrer sur la manière dont vous répondez, vous retrouvez votre équilibre. Vous souffrez moins lorsque vous arrêtez de vous battre contre la réalité. Vous cessez de vous réveiller chaque jour en attendant que les gens comprennent que la vie est soudain un sens, que l'injustice se corrige d'elle-même. Platon disait « La réalité est créée par l'esprit ». Nous pouvons changer notre réalité en changeant notre esprit, et c'est ce que le stoïcisme encourage, un changement de perception, pas la perfection du monde extérieur. Carl Jung a approfondi cette idée. Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. Réfléchissez à cela. Plus vous résistez, plus c'est elle qui vous possède. Le patron reste injuste, l'ami continue de se défiler, la relation n'évolue pas, et chaque fois que vous donnez votre énergie émotionnelle à ce même cycle, pourquoi sont-ils comme ça? Cette question n'apporte jamais de clarté. Elle vous vide simplement. Au lieu de cela, posez la question que se posent les stoïciens. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle maintenant? Pas. Puis-je les faire changer? Mais puis-je contrôler l'espace que je leur laisse dans mon esprit? Puis-je contrôler ma réaction? Puis-je décider de ne pas laisser leur comportement dicter ma paix? Socrate enseignait que le secret du changement est de concentrer toute son énergie non pas à combattre l'ancien, mais à construire du nouveau, et cela inclut votre état d'esprit. Lorsque vous cessez d'exiger que les autres se comportent d'une manière qui vous rassure, vous devenez moins réactif, moins déçu et plus ancré. Vous commencez à vivre dans la réalité, pas dans la version fantasmée de ce que vous souhaiteriez. L'acceptation n'est pas abandonner, c'est progresser, c'est dire « je vois ce que c'est, je n'aime pas ça, mais je ne laisserai pas cela me dominer ». Une fois que vous cessez d'avoir besoin que tout le monde autour de vous agisse correctement pour que vous vous sentiez bien, vous commencez à ressentir un nouveau type de liberté, un calme qui n'est dépendant d'aucune condition, une paix qui n'est pas empruntée, elle est construite. Et c'est là que votre véritable pouvoir commence. 7. Arrêtez de tout prendre personnellement. Nous avons tendance à prendre les choses personnellement. C'est presque automatique. Quelqu'un ne répond pas à un message. Un collègue vous lance un regard froid. Un ami se retire sans explication. Et notre esprit saute immédiatement à l'autoculpabilisation. Ai-je dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il est fâché contre moi? Ai-je fait une erreur? Mais voici le point. La plupart du temps, ce n'est pas du tout à propos de vous. La vérité est que les gens portent des mondes entiers en eux, invisibles. Stress, insécurité, distraction, douleur, et parfois vous vous trouvez simplement à proximité quand ces choses se manifestent. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, disait « Quand tu te réveilles le matin, dis-toi que les gens avec qui je traiterai aujourd'hui seront curieux, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et bougons. » Ce n'était pas du pessimisme, c'était de la préparation. Il comprenait que la plupart des gens agissent selon leur propre chaos et non par attaque personnelle. Alors pourquoi prendre leur comportement si personnellement? Les actions de quelqu'un qui blesse sont souvent un signal pointant vers quelque chose en nous. Peut-être une vieille blessure, peut-être un besoin de validation. Mais l'erreur est de croire que c'est toujours un reflet de votre valeur. Ce n'est pas le cas. Platon enseignait « Nous voyons le monde non pas comme il est, mais comme nous sommes. » Nos filtres, façonnés par nos expériences passées et nos états émotionnels, peuvent transformer un événement neutre en quelque chose de profondément personnel. Ainsi, quand quelqu'un vous agresse verbalement, votre réaction concerne peut-être davantage votre interprétation que ce qu'il voulait réellement dire. C'est pourquoi la pratique stoïque de distinguer apparence et réalité est si puissante. Vous faites une pause, vous regardez à nouveau, vous vous demandez « Que pourrait signifier cela d'autre ?» Voyez-le ainsi. Vous n'êtes pas le centre de l'histoire de chacun, et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est libérateur, car cela signifie que vous n'avez pas à porter leur énergie. Vous n'avez pas à corriger leurs humeurs. Vous n'avez pas à vous approprier leurs réactions. Aristote disait, pour éviter les critiques, ne rien dire, ne rien faire, ne rien être. Mais même cela ne garantirait pas la paix, car les gens projetteront toujours leur chaos intérieur sur vous. Alors que faire? Créer de l'espace, de la distance émotionnelle. Assez d'espace pour dire «
Peut-être que cela ne m'appartient pas. Rappelez-vous encore et encore, si nécessaire. Et si ce n'était même pas à propos de moi? Cette seule pensée peut servir de bouclier. Doux, mais solide. Socrate croyait que la sagesse commence par savoir combien peu nous savons réellement, y compris pourquoi les gens se comportent comme ils le font. Alors, cessez de remplir leur silence par de l'auto-culpabilisation. Cessez d'interpréter chaque humeur étrange comme un reflet de vos défauts. Vous n'êtes pas responsable de la tempête que quelqu'un d'autre traverse. Vous êtes seulement responsable de ne pas vous laisser emporter par elle. C'est la force stoïque, répondre avec clarté, pas avec confusion. Gardez votre centre même quand les autres perdent le leur, et réalisez que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de ne pas le prendre personnellement. 8. La colère ne résout rien, elle détruit. Il y a quelque chose de presque addictif dans la colère sur le moment. Cela ressemble à une armure. Vous vous sentez vif, alerte, prêt à frapper, le cœur battant. Vos mots s'accélèrent, deviennent plus forts. Cela donne une impression de puissance, de contrôle. Mais ensuite la poussière retombe, et que reste-t-il? Le regret, la distance. Ce silence gênant après qu'une chose a été dite. Ce qui ne peut pas être retiré. Une confiance brisée qui pourrait ne jamais se réparer complètement. La colère est une maîtresse du déguisement. Elle se présente habillée de force, mais au fond, ce n'est souvent que de la peur ou de la douleur cherchant une sortie. Elle vous dit que l'explosion est le seul moyen de vous faire entendre, alors qu'en réalité, c'est le moyen le plus simple de perdre votre équilibre. La colère est comme cet ami qui vous encourage à vous battre et disparaît ensuite. Dès que les vraies conséquences arrivent, vous êtes seul à nettoyer le désordre. Les stoïciens le savaient bien. Lorsque vous réagissez avec colère, vous pouvez gagner l'instant, mais perdre la relation, perdre le respect, perdre votre paix. Cet inconfort, cette envie de craquer, est souvent un signal de votre monde intérieur pointant vers des blessures ou des besoins non satisfaits. Si vous pouvez faire une pause juste assez longtemps pour l'examiner, vous ouvrez la porte à quelque chose de bien plus puissant que la colère, la conscience. Platon croyait que le vrai courage consiste à savoir ce qu'il ne faut pas craindre, et parfois, ce que nous craignons le plus, c'est de paraître faible. Nous pensons que rester calme est abandonner le pouvoir. En réalité, c'est la forme la plus élevée de contrôle. La personne qui peut rester centrée quand tout autour d'elle tourne, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force enracinée. La vision stoïque du feu était « utilisez-le judicieusement ». Laissez-le réchauffer, pas brûler. Cela signifie canaliser cette énergie. Transformer la colère en quelque chose de productif, qu'elle alimente une limite, pas une explosion. Qu'elle aiguise votre clarté, pas votre langue. Qu'elle vous pousse à agir, mais pas à attaquer. Aristote disait « Tout le monde peut se mettre en colère, c'est facile. Mais être en colère contre la bonne personne, au bon degré, au bon moment, pour le bon motif et de la bonne manière, cela n'est pas à la portée de tous et n'est pas facile. C'est la discipline émotionnelle. C'est choisir votre réponse au lieu d'en être possédé. Alors, la prochaine fois que le feu monte, faites une pause. Pas parce que vous avez peur de parler, mais parce que vous vous respectez suffisamment pour ne pas tout brûler. Vous pouvez être affirmatif sans être agressif. Vous pouvez être clair sans être cruel. Vous pouvez tenir votre position et partir avec grâce. Car le vrai pouvoir ne vient pas de crier plus fort. Il vient de rester calme plus longtemps. 9. Le ressentiment est lourd. Lâchez-le. Il y a un poids silencieux que nous portons lorsque nous gardons la douleur. Ce n'est pas la douleur en elle-même qui revient et s'en va, mais l'histoire que nous y attachons. Le ressentiment, la rancune, le fait de rejouer ce que quelqu'un a dit ou fait, ce pourquoi il ne s'est jamais excusé. Et chaque fois que vous y pensez, vous ressentez à nouveau cette piqûre. La même blessure, recyclée par la mémoire. C'est épuisant. La dure vérité. La personne qui vous a blessé n'y pense probablement plus. Elle a avancé. Elle vit sa vie, sirote son café, regarde son téléphone, inconsciente qu'elle vit encore librement dans votre esprit. Pendant ce temps, vous portez ces paroles comme une plaie fraîche, alors qu'elle n'est pas fraîche. C'est de la vieille cicatrice que vous continuez à rouvrir. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait que la meilleure vengeance
est d'être différent de votre ennemi. Ne laissez pas la cruauté d'autrui vous transformer en prisonnier de votre propre amertume. Ne laissez pas leur comportement dicter votre monde intérieur. Ce n'est pas la justice, c'est abandonner votre paix. Carl Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». C'est ce changement. Lâcher prise ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie refuser de le laisser vous définir. C'est dire « Oui, cela a fait mal. Oui, cela m'a changé. Mais je ne laisserai pas cela déterminer qui je suis à l'avenir. » Vous reprenez la plume pour écrire votre propre histoire. Aristote croyait que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Si vous répétez le ressentiment, si vous pratiquez l'amertume, vous vous laissez façonner par cette énergie. Mais vous pouvez choisir d'interrompre ce cycle. Vous pouvez choisir de pratiquer autre chose. Le pardon, non pas pour eux, mais pour vous. Platon enseignait que l'âme est plus blessée par l'injustice commise que par l'injustice subie. Lorsque vous gardez rancune, lorsque vous fantasmez sur la revanche ou la preuve de votre valeur, vous prolongez votre propre souffrance. Vous attachez votre paix à quelqu'un qui ne la rétablira peut-être jamais. Alors essayez ceci, juste une fois. Dites-le à voix haute. Cela s'est passé, ça a fait mal. Mais c'est fini. Pas parce que vous êtes d'accord avec cela, pas parce que c'était juste, mais parce que vous avez fini de laisser cela vous tenir en otage. Dites-le pour votre santé mentale, pas pour leur sympathie. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était acceptable. Cela signifie que vous avez cessé de le revivre. Vous cessez de saigner pour la plaie de quelqu'un d'autre. Vous choisissez enfin de ne plus porter ce qui ne sert plus votre croissance. Les stoïciens ne cherchaient pas à devenir froids ou indifférents. Ils cherchaient à vivre avec sagesse, à lâcher ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler, à rester ancrés dans le présent, et non à être entraînés par le passé. Alors peut-être que la vraie force n'est pas dans le fait de tenir bon. Peut-être qu'elle est dans le fait de dire « J'ai porté cela assez longtemps, maintenant je le pose, et je marche en avant, plus léger, plus libre, plus sage. » 10. Vous n'êtes pas là pour réparer tout le monde. Une des façons les plus rapides de perdre votre paix est d'essayer de gérer la vie de tout le monde. Cela semble noble au début, vouloir aider, guider, protéger ceux que vous aimez. Mais à un moment donné, cette aide devient contrôle, et soudain votre humeur dépend de leurs décisions. Votre énergie est dépensée à poursuivre leur changement, et votre santé mentale est suspendue à cela. Peu importe s'ils comprennent ou non, c'est un jeu perdu. La vérité, vous ne pouvez pas contrôler les gens, ni votre partenaire, ni vos enfants, ni vos parents. Vous ne pouvez pas contrôler vos amis, vos collègues, ni ce parent qui refuse d'écouter. Peu importe combien de fois vous répétez vos arguments. Vous pouvez influencer, inspirer, mais le contrôle n'a jamais été le vôtre. Les stoïciens étaient clairs là-dessus. Épictète, l'un de leurs grands enseignants, disait « Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres non. » Le problème est que nous oublions lesquelles. Nous pensons qu'en parlant correctement ou en nous souciant suffisamment, les gens changeront. Mais le changement n'arrive pas selon votre calendrier. Il arrive selon le leur, si tant est qu'il arrive. Carl Jung offrait un aperçu puissant. Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer celle des autres. Au lieu d'essayer de réparer tout le monde, commencez par vous-même. Montrez-vous calme, clair et compatissant. Êtes-vous un modèle de croissance plutôt qu'un professeur exigeant? Socrate croyait que la vraie sagesse consiste à savoir combien peu nous savons réellement, et cela s'applique doublement au chemin des autres. Vous ne savez pas ce qu'ils doivent apprendre ni quand. Forcer la leçon les éloigne souvent. Pensez-y. Auriez-vous envie d'écouter quelqu'un qui surveille constamment vos choix? Probablement pas. Aristote disait « La valeur ultime de la vie dépend de la conscience et du pouvoir de la contemplation, plutôt que de la simple survie. » Cette conscience commence par reconnaître vos limites. Vous pouvez offrir des conseils, de la patience, tenir un espace. Mais dès que votre bien-être dépend de leur progrès, vous êtes en terrain dangereux. Vous leur avez donné les clés de votre maison émotionnelle. Alors quel est votre vrai rôle? Ne pas microgérer les adultes. Montrez l'exemple. Restez stable. Montrez de la gentillesse sans contrôler. Donnez des conseils sans attendre l'obéissance. Libérez les gens du contrat tacite. Tu dois changer pour que je sois bien.
Laissez-les suivre leur chemin, même s'il est chaotique, même si vous ne l'auriez pas pris vous-même, car la liberté que vous leur donnez vous libère aussi. Dans cet espace, vous grandissez tous les deux, non par la force, mais par le choix, la présence, la confiance. C'est le vrai leadership. C'est la force stoïque, et c'est le chemin vers la paix, non seulement pour eux, mais pour vous aussi. 11e. Attrapez l'histoire que vous vous racontez. C'est fou comme l'esprit complète rapidement les blancs. Quelque chose de petit se produit. Quelqu'un oublie de répondre à un message, vous interrompt en plein discours, ou vous lance un regard étrange. Et en quelques secondes, votre cerveau a construit toute une histoire autour de cela. Une histoire où vous êtes ignoré, manqué de respect ou jamais assez. Avant même de vous en rendre compte, vous ne réagissez pas seulement à ce qui s'est passé. Vous réagissez à l'histoire que vous vous êtes racontée sur ce qui s'est passé. C'est là que les stoïciens nous recentrent. Marc Aurèle se rappelait souvent « Tu n'as pas à transformer cela en quelque chose. Cela ne doit pas te perturber. » Cette phrase est simple, mais tout est là. Elle nous rappelle qu'il y a toujours un choix entre le stimulus et l'histoire que nous créons autour de lui. Nous pouvons sauter directement aux suppositions ou faire une pause pour examiner le récit que nous tissons. Carl Jung avait un insight similaire. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Autrement dit, si vous ne commencez pas à questionner les histoires que vous avez absorbées, de l'enfance, des relations passées ou des messages sociétaux, vous continuerez à réagir de la même manière et à blâmer le monde extérieur. Voici où la méthode ACD intervient. Awareness, conscience. Contrôle, contrôle. Direction, direction. 1. Conscience. Repérez le moment où votre corps se tend, votre poitrine chauffe, votre esprit s'emballe. C'est le signal. Au lieu de vous laisser emporter, faites une pause. Remarquez-le. 2. Contrôle. Cela ne signifie pas refouler le sentiment. Cela signifie ralentir votre réaction. Respirez, comptez jusqu'à 5, ou simplement dire « Attends, que se passe-t-il vraiment ici ?» 3. Direction. C'est là que réside le vrai pouvoir. Vous choisissez une interprétation plus juste et plus ancrée. Peut-être qu'ils ne vous ont pas ignoré. Ils n'ont juste pas vu le message. Peut-être que la critique n'était pas destinée à blesser, juste directe. Peut-être que ce n'est pas une attaque personnelle, juste la vie étant désordonnée comme toujours. Socrate enseignait « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Voilà de quoi il s'agit. Examiner le sens que nous attribuons aux choses avant de laisser ces significations régir nos émotions. Car la plupart du temps, ce n'est pas la situation qui nous bouleverse, mais l'histoire que nous nous racontons à propos de la situation. Aristote disait « La sagesse commence dans l'émerveillement. Émerveillez-vous, même lorsque vous êtes déclenché. Demandez-vous si l'histoire est réelle ou simplement familière. Demandez-vous si c'est l'occasion de réagir comme d'habitude ou comme vous souhaiteriez pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe, mais vous pouvez réécrire le scénario que votre esprit suit. Plus vous le pratiquez, plus vous devenez l'auteur de votre réponse, et non un personnage ballotté par vos réactions. Ce n'est pas seulement de l'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise stoïque. 12e. Résolvez plus, argumentez moins. Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous n'entrent pas dans une dispute pour chercher la clarté. Nous y entrons pour gagner. Au fond, il y a cette petite voix qui dit « Je dois avoir raison ». Et c'est là que commencent les problèmes. Dès que l'ego prend le volant, le vrai problème devient un simple décor. La conversation se transforme en bataille d'orgueil, pas en recherche de compréhension. Socrate croyait que le dialogue, vrai, ouvert et réfléchi, était le fondement de la sagesse. Mais combien de fois avons-nous réellement ce type de conversation? Trop souvent, nous n'écoutons pas pour comprendre. Nous écoutons pour préparer notre réplique. Ce n'est pas de la communication, c'est du combat. Les stoïciens mettaient en garde contre cette tendance. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. » Simple mais puissant, surtout lorsque la tension monte. Dans les moments de conflit, le geste le plus radical que vous puissiez faire est de rester calme. Pas passif, calme. La douleur que vous ressentez pendant une dispute est souvent moins liée à ce qui a été dit qu'à ce que cela a touché en vous. Insécurité, peur, vieilles blessures.
Si vous pouvez faire une pause assez longtemps pour le voir, vous arrêtez de réagir et commencez à répondre. Imaginez maintenant aborder un conflit avec un objectif différent. Non pas gagner, mais résoudre. Non pas dominer, mais connecter. Essayez ceci la prochaine fois. Baissez la voix. L'instinct naturel est de l'élever lorsqu'on se sent menacé. Mais une voix calme désarme les tensions. Elle change l'énergie dans la pièce. Elle dit « Je suis là pour parler, pas pour attaquer ». Ensuite, posez de meilleures questions. Au lieu de « Comment as-tu pu dire ça ?», essayez « Qu'est-ce qui t'a fait ressentir cela ?» Au lieu de « Quel est ton problème ?», demandez « Que cherches-tu vraiment à dire ?» Ces questions ouvrent un espace, non seulement dans la conversation, mais aussi dans l'esprit de l'autre. Aristote croyait que la vraie sagesse consiste à savoir quand parler et quand se taire lors des arguments. Cette sagesse se manifeste dans votre capacité à faire une pause et à demander « Aide-moi à comprendre », sans sarcasme. Ces mots peuvent désamorcer presque n'importe quel conflit. Et voici le fait. Quand tout le monde réagit, la personne la plus calme devient l'encre. Elle ne se calme pas seulement elle-même, elle calme la pièce. Les autres la regardent, car la maîtrise de soi est magnétique. Une force silencieuse est rare, et les choses rares mènent. Alors, la prochaine fois que vous êtes en conflit, ne cherchez pas à gagner. Cherchez à conserver votre intégrité. Cherchez à guider la pièce, non par la force, mais par votre présence. Voilà comment les leaders agissent. Voilà comment pensent les stoïciens. Voilà comment le vrai changement commence. 13e. Votre corps sait avant votre esprit. Parfois, votre corps détecte la tempête avant que votre esprit ne le fasse. Vous êtes assis, essayant de vous concentrer, et soudain, votre mâchoire se tend. Votre poitrine devient lourde, votre respiration se raccourcit, et presque comme un mécanisme d'horloge. Quelque chose de petit vous déclenche. Mais si nous sommes honnêtes, ce n'était pas ce commentaire ou ce petit retard. Le déclencheur n'était que la goutte qui a fait déborder le vase. La tension s'accumulait depuis longtemps, et votre corps essayait de vous prévenir. La psychologie moderne le confirme. Carl Jung disait « Le corps est l'esprit inconscient ». Cette poitrine serrée, ce nœud dans l'estomac, ces poings crispés, ce n'est pas du hasard. Ce sont des messages, des signaux que quelque chose dans votre monde intérieur essaie d'attirer votre attention. Et la plupart du temps, nous n'écoutons pas. Nous refoulons, nous nous distrayons, nous restons occupés jusqu'au moment où, boum, une petite chose devient une explosion totale et nous nous demandons d'où cela est-il venu. Les stoïciens comprenaient ce schéma bien avant que nous ayons des termes comme combat ou fuite. Épictète enseignait que nous ne sommes pas troublés par les choses elles-mêmes, mais par l'opinion que nous en avons. Mais comment ajuster notre opinion quand nous sommes déjà en spirale? C'est là qu'intervient la conscience corporelle. Lorsque vous remarquez la tension tôt, vous avez la possibilité d'arrêter la spirale avant qu'elle ne prenne le contrôle. Socrate croyait que le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Apprendre à être à l'écoute de votre corps est une manière de construire ce nouveau. Cela signifie capter le signal avant qu'il ne devienne un cri. Cela signifie voir la mâchoire crispée comme un murmure, pas comme un échec. Voici une méthode pratique pour commencer. La prochaine fois que vous ressentez cette pression, faites une pause. Ne réagissez pas. Observez simplement. Inspirez profondément par le nez. Retenez 1 seconde et expirez lentement. Puis demandez-vous, à quoi réagis-je vraiment? Pas à ce qui vient de se passer, mais à ce que cela touche à l'intérieur de vous. Est-ce un rejet, une peur, une vieille blessure qui se réveille? Platon disait, le corps est le vaisseau de l'âme. Et si c'est vrai, apprendre à écouter votre corps, c'est apprendre à comprendre votre moi profond. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est ainsi que vous devenez moins réactif, plus réceptif, moins chaotique, plus maître de vous. Le monde continuera de vous tester. Les gens continueront de dire des choses, de faire des choses, d'oublier des choses. Mais si vous restez à l'écoute de vos signaux intérieurs, si vous répondez à votre corps comme à un coéquipier et non comme à un ennemi, vous traversez la vie avec une force silencieuse que les autres ressentent sans que vous disiez un mot. Votre corps est un système d'alerte précoce. Ne l'ignorez pas.
respectez-le, collaborez avec lui. Ce n'est pas juste de l'intelligence émotionnelle, c'est la résilience stoïque, construite de l'intérieur vers l'extérieur. 14e, protégez votre attention comme si c'était de l'or. Chaque jour, votre attention est sollicitée, pas seulement par les publicités ou notifications, mais par les gens. Des gens qui veulent une réaction, qui appuient sur vos boutons, testent votre patience, aspirent votre énergie. Certains avec de bonnes intentions, d'autres moins. Le troll Internet qui laisse un commentaire sarcastique, le collègue qui prospère dans le drame, l'ex qui réapparaît pour voir s'il a encore accès. Tous veulent quelque chose de vous, même si ce n'est que votre présence émotionnelle. Mais voici ce que les stoïciens comprenaient profondément. Tout le monde ne mérite pas votre réaction. Toute voix ne mérite pas votre énergie. L'un des moyens les plus négligés de protéger ce pouvoir est de choisir attentivement où placer votre attention. Carl Jung écrivait « Ce à quoi vous résistez persiste ». Plus vous vous engagez avec ce qui vous épuise, colère, orgueil, habitude, plus ces choses grandissent dans votre esprit. Ce commentaire négatif devient un dialogue intérieur. Le message de votre ex rouvre des blessures. Vous commencez à guérir et vous vous demandez pourquoi vous vous sentez épuisé, dispersé, frustré. Ce n'est pas seulement ce qui se passe autour de vous, mais à quoi vous choisissez de donner votre énergie. Socrate croyait que la clé d'une vie significative n'était pas de tout savoir, mais de savoir ce qui compte. Voilà le filtre nécessaire avant de réagir. Demandez-vous, cela mérite-t-il mon énergie? C'est un changement puissant. Au lieu de réagir à tout, vous commencez à gérer votre espace mental comme votre bien le plus précieux, car il l'est. Aristote enseignait « La marque d'un esprit éduqué est de pouvoir envisager une pensée sans l'accepter. » Vous pouvez voir le drame, entendre l'insulte, observer le chaos et ne pas le prendre personnellement. Vous pouvez laisser passer. Vous pouvez faire défiler, non par indifférence, mais par discipline. La vérité, votre attention est une monnaie. Si vous la dépensez en absurdité, vous êtes en faillite là où ça compte vraiment. Paix, clarté, créativité, joie. Chaque réponse donnée à ce qui ne vous mérite pas est une énergie détournée. Protégez-la. Gardez-la comme de l'or, car elle en est. Plus vous maîtrisez votre attention, plus vous maîtrisez votre vie. Vous devenez moins réactif, plus concentré, plus intentionnel, et peu à peu, sans même l'annoncer, vous incarnez ce calme que les gens remarquent, mais ne peuvent expliquer. Vous ne devez pas votre présence à tous ceux qui la réclament, surtout pas à ceux qui ne l'ont pas méritée. Laissez-les passer, laissez-les s'éteindre. Gardez vos yeux et votre énergie pour la vie que vous construisez, pas pour le bruit qui tente de vous en détourner. Voilà la vie stoïque, tranquille, claire, imperturbable. 15e, gratitude, paix instantanée. Parfois, le plus petit changement de perspective peut tout transformer. Une pensée, un moment de conscience, et soudain la tempête émotionnelle perd son emprise. C'est le pouvoir discret de la gratitude. Ce n'est pas flashy, ça ne crie pas, mais elle a une capacité presque magique à calmer le chaos intérieur. Vous ne pouvez pas être véritablement en colère et véritablement reconnaissant en même temps. Essayez, la colère dit, ce n'est pas juste. La gratitude dit, mais j'ai encore quelque chose. Impossible de faire les deux à la fois. Voilà pourquoi la gratitude est le bouton de réinitialisation ultime. Les stoïciens comprenaient cela à leur manière. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur confronté à la trahison, la guerre et la maladie, écrivait « Ne vous attachez pas à ce que vous n'avez pas. Pensez plutôt aux bénédictions que vous possédez et à combien elles vous manqueraient si elles disparaissaient. » Ce n'est pas qu'une idée agréable, c'est une stratégie, surtout lorsque vos émotions prennent le contrôle. Carl Jung soulignait « Aucun arbre ne peut atteindre le ciel si ses racines ne vont pas jusqu'en enfer. » La gratitude ne signifie pas prétendre que tout va bien. Cela signifie reconnaître l'obscurité tout en voyant la lumière. C'est s'ancrer dans ce qui est réel, pas seulement dans ce qui ne va pas. Platon enseignait que l'âme devient sage par la réflexion. Qu'est-ce que la gratitude, sinon la réflexion en action? Elle vous sort de la boucle mentale et vous ramène au présent, à ce qui est encore bon, vrai, vôtre. Et quand vous le faites, même au milieu du chaos, vous offrez à votre système nerveux une pause.
Vous vous adoucissez, vous respirez à nouveau. Pratique. La prochaine fois que vous ressentez cette chaleur dans votre poitrine, cette tension dans votre mâchoire, cette envie de réagir, faites une pause et nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant sur le moment. Pas de grandes choses, juste de vraies choses. Peut-être le toit sur votre tête, peut-être l'ami qui prend de vos nouvelles, peut-être le fait que vous ayez la conscience de vous arrêter. Socrate croyait que la satisfaction se trouve non pas en ajoutant plus à la vie, mais en soustrayant les désirs faux. La gratitude fait exactement cela. Elle élimine les « j'aurais dû » et les « pourquoi » pour vous ramener à ce qui est réel et suffisant. De cet endroit, vous réagissez mieux, pensez plus clairement, agissez avec intention plutôt qu'avec impulsion. La colère restreint votre monde. La gratitude l'ouvre. La colère voit le problème. La gratitude voit le tableau complet. Elle ne résout pas tout, mais elle vous permet de voir suffisamment clairement pour agir mieux au moment présent. C'est le code secret, non pas parce qu'il évite la réalité, mais parce qu'il vous ancre dans une meilleure réalité. La gratitude ne supprimera pas le problème, mais elle vous donnera la clarté pour ne plus en être consumé. Et parfois, cette clarté suffit à transformer le moment de façon calme, puissante, stoïque. Votre paix n'a jamais dépendu du bruit autour de vous. Elle a toujours dépendu de la force en vous. Et chaque fois que vous choisissez la clarté plutôt que le chaos, la présence plutôt que la réaction, vous ne faites pas que survivre, vous devenez. Si cela a résonné en vous, il y a encore plus à découvrir. Regardez la prochaine vidéo à l'écran. Elle a été créée avec le même cœur, la même profondeur, la même mission. Vous aider à grandir, pas seulement à réagir. Votre présence ici compte plus que vous ne le pensez. Jusqu'à la prochaine fois, restez ancrés, continuez à grandir, et lorsque le monde vous tire, revenez à votre centre.